a décidé de commencer en frappant fort et en parlant justement d'un sujet qui est la vision un peu qu'on a à la fois de la croissance et en faisant un parallèle également sur la mobilité et l'hypermobilité. Parce qu'en fait, il va falloir un peu changer de contexte et changer un peu de point de vue pour réussir à construire demain, parce que vu comment on est engagé aujourd'hui, on a peur un peu que demain ne ressemble à rien si on ne fait pas ces changements-là. Donc aujourd'hui, on va essayer un peu d'ouvrir les mentalités, essayer de réfléchir différemment à cette notion de croissance et ces notions de mobilité. Et donc on a la chance aujourd'hui d'avoir donc Clara Ouzelot, directrice du pôle de recherche du cabinet Profil, et Laurent Castagnède, qui est un expert indépendant sur la question donc de l'impact des transports et un essayiste, auteur de 2 excellents livres sur la question de cet impact des transports, La Bougeotte, le nouveau mal du siècle, et Hervor, qui sera bientôt réédité. On aura l'occasion d'en parler également. Peut-être pour commencer, Clara, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots à la fois sur Profil, sur votre travail au sein de la structure, sa genèse. Vous avez sorti il n'y a pas très longtemps un excellent rapport de 150 pages sur la post-croissance. Merci, le tien est plus beau. Sur la post-croissance, on va eu l'occasion d'en aborder et qui sert à montrer en fait par l'exemple qu'un autre modèle est possible. Tu peux nous en dire un peu plus peut-être ? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que c'est bon, le micro ça marche. Okay. Donc effectivement, moi je travaille au sein du cabinet Profil depuis 4 ans maintenant. On a été fondé par 10 ans d'un cabinet familial spécialisé dans l'accélération de la contribution des entreprises au bien commun. Donc on a des activités de conseil auprès d'entrepreneurs, notamment dans la définition de stratégies d'engagement jusqu'à l'alignement des modèles économiques et des modèles de gouvernance, l'évaluation d'impact. Et on a aussi ce pôle de recherche-action dans lequel je travaille et qui consiste en fait à défricher, s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger aussi, du côté des entreprises, des modèles de gestion, de gouvernance, d'évaluation qui permettent un petit peu plus de créer des cercles vertueux et de rapprocher l'aspect business for profit et l'aspect intérêt général à but non lucratif de contribution bien commun. Donc on a travaillé notamment sur les entreprises à mission, les fondations actionnaires, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et la post-croissance, donc comment repenser l'entreprise dans le cadre des limites planétaires et de changement d'objectifs. Donc sujet de la table ronde. Merci beaucoup Clara. Vous allez vite voir le parallèle avec donc la présence de Laurent. Laurent, j'ai lu donc La Bougeotte, j'ai eu la chance de l'acheter, donc sorti en 2021. C'est un très bon traité autour de l'histoire des transports et des enseignements qu'elle nous apprend, et notamment sur les effets néfastes de la course à la vitesse en fait, qui a vraiment un bon parallèle avec la course à la croissance peut-être. Et vous pouvez nous donner un peu de contexte à la fois sur votre parcours, vos recherches pour commencer pour l'auditoire ? Oui, bonjour. Donc moi je suis bordelais, enfin biarro d'origine, bordelais ensuite. J'ai fait Centrale Paris. J'ai été donc un ingénieur, je dirais hyper classique dans le moule classique des ingénieurs français. À la sortie de Centrale après l'armée, j'ai travaillé 6 ans chez Bouygues dans le bâtiment. J'étais conducteur de travaux dans le Grand Sud-Ouest. Ensuite, j'ai travaillé 9 ans chez Renault dans le développement des véhicules. Donc là, j'ai eu la responsabilité des lignes d'échappement de tous les véhicules utilitaires au milieu des 9 ans que j'ai passé là-bas. Ce qui a un rapport avec la suite. J'ai dû quitter Renault en 2009 parce qu'en fait je devais m'installer à Bordeaux pour des raisons complètement personnelles. Et là je me suis mis à mon compte pour faire des bilans carbone parce que le climat ça me trottait pas mal. Et puis quand j'étais chez Renault, quand je m'occupais entre autres des émissions officielles de CO2, quand je commençais à dire oui mais fabriquer le véhicule c'est quand même du CO2 quoi. Et là mes directeurs me disaient bah non on s'en fout en fait, hein, c'est pas dans l'homologation, on s'en fout complètement. Alors moi je me disais mais c'est peut-être plus de CO2 de fabriquer la voiture que j'y connaissais rien. Donc ça me trottait. Après il y a Jean Covici, Hubert Reeves qui est venu chez Renault, etc. Donc quand je suis parti, en fait, centralien en province, c'est pas forcément évident de trouver du travail quand vous avez 15 ans dans l'industrie. Et je voulais trouver un emploi régional, on va dire. Donc du coup, on m'a conseillé de me mettre à mon compte. Donc ça me plaît le climat, je vais m'installer tout seul, je vais faire des bilans carbone. Ça a bien marché quelques années, et puis au bout de 5 ans, j'avais quand même moins d'activité. Et puis ça me trottait, mes clients étaient dans le bâtiment, et dans les transports, je faisais rien. Et j'avais quand même pas mal de trucs qui me trottaient en tête, notamment des histoires de triche, on est avant le Dieselgate. Et là, comme j'avais un peu de temps, je me suis dit, tiens, je vais peut-être me lancer dans un bouquin, sans éditeur, sans rien. Bon, je passe tous les détails, ça a pris 2 ans et demi d'écriture, en fait, c'est un pavé, celui qui est caché dessous, qui est sorti en 2018. Qui est malheureusement aujourd'hui, étonnamment, le bouquin le plus documenté sur le Dieselgate. Enfin, c'est en librairie, ce qui est pas normal du tout.
vu l'ampleur du problème. Donc c'est un bouquin quand même assez documenté. La moitié du bouquin c'est de l'histoire, hein. C'est l'histoire de la pollution des transports. Donc ça m'a pris, c'est surtout ça qui m'a pris du temps à écrire, avec la critique, la prospective. Donc ce bouquin au départ est sorti dans l'anonymat, hein. J'étais pas connu du tout. Puis au bout de 6 mois, la presse, les médias nationaux s'y sont intéressés parce que c'était un peu le seul en librairie, quoi. En librairie sur les transports, c'est l'histoire du progrès technique. Enfin c'est l'apologie du progrès technique. Sur tous les bouquins, hein. La notion de pollution, d'embouteillage, ça n'apparaît jamais. Éventuellement un livre d'écologie, mais les transports c'est juste un chapitre, c'est pas 350 pages. Donc les médias nationaux s'y sont intéressés et ça m'a fait passer du coup dans à peu près tous les médias 6 mois après la sortie du bouquin pendant 2 ans et demi. Et avec des éléments que j'avais notés après la sortie du bouquin, mon éditeur m'a dit un bouquin plus petit, punchy, je me suis dit tiens, l'hypermobilité. Donc du coup avec des notes que j'avais prises pour améliorer le premier bouquin, j'en ai tiré la matière pour en faire un deuxième spécifique sur la bougeotte qui est plus facile à lire, plus sociologique. Et depuis en fait la réédition du premier va sortir 4 ans et demi après dans 1 mois. Voilà. Au final, ce qui a Donc du coup je suis ingénieur bilan carbone et aussi essayiste et voilà, à disposition des journalistes. Au final, ce qui a plu et ce qui a fonctionné, c'est le changement de point de vue justement sur cette question du transport. Et c'est ce qu'on va essayer justement de faire tout au long de cette table ronde. Peut-être pour commencer sur le sujet principal, celui de la croissance. Clara, un petit cours peut-être d'histoire. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, d'où vient cette sacro-sainte croissance, la course à la croissance du PIB, au nombre de richesses créées? Et pourquoi aujourd'hui on est coincé un peu peut-être dans cet engrenage-là? J'aime bien la façon dont la question est formulée parce que le mot sacro-saint fait vraiment écho au fait que la croissance économique, donc au sens de l'augmentation du PIB, le PIB étant simplement une mesure des flux de biens et de services qui sont produits dans un pays sur une période donnée, la somme des valeurs ajoutées, c'est presque devenu une religion en fait aujourd'hui, et la plupart des dirigeants actuels, je pense aussi ceux dans la salle, on a tous grandi avec cet objectif poursuivi par les politiques publiques d'augmenter le PIB. La croissance en fait c'est simplement une création, notamment le PIB à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait un besoin de justifier l'augmentation de la création de biens notamment utilisés dans le cadre de l'industrie de la guerre. Et en fait, c'est devenu la mesure principale, sauf que ça désigne à la fois, enfin, la croissance économique ne se résume pas qu'au PIB, c'est aussi un processus finalement d'expansion de la sphère marchande à toujours de nouveaux domaines, donc c'est-à-dire vendre de plus en plus de biens, de services qui avant n'appartenaient pas à la sphère marchande. Et c'est aussi un processus d'intensification, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'échanges, de transactions. On achète maintenant un téléphone tous les ans, alors qu'avant c'était tous les 5 ans, par exemple. Donc, en fait, c'est finalement devenu un objectif poursuivi par toutes les politiques publiques sous principe que ça a contribué en fait à augmenter le bien-être des sociétés, sauf que ça a été prouvé, bien sûr, que c'est deux phénomènes décorrélés, sauf que comme on a du mal un petit peu à sortir de ces principes, ça a complètement régulé toute notre façon de vivre, de construire nos politiques, de diriger nos entreprises, et c'est devenu en fait un ensemble de croyances collectives. D'accord. Ça crée un peu les situations dont celle dont Ludovic nous a parlé pour Sigfox, où on se retrouve à lever de l'argent et à faire tout pour croître, alors qu'au final, on oublie peut-être un peu d'autres sujets d'impact sociaux, solidaires, environnement. Et juste pour rajouter, effectivement, et on oublie aussi, on croit parfois aux dépens de sa rentabilité. Et c'est notamment le cas dans les startups qui lèvent des fonds sans finalement, sur des perspectives de croissance, mais sans même être rentables. Et c'est là le problème, parce que c'est ce qui pose problème dans la pérennité économique. Et Laurent, de votre côté, cette poursuite du toujours plus, on la retrouve dans les transports depuis la nuit des temps aussi. Oui, dans les transports, peut-être pas la nuit des temps, on le trouve depuis l'invention de la vitesse qui remonte à l'accélération qui a été due à l'apparition du galop en fait au moment du développement des malle-postes. En fait, avant, même si les chevaux commençaient à aider de plus en plus l'homme, c'était des chevaux qui marchaient au pas, donc c'est pas tellement ça qui a donné de l'accélération. En termes de croissance, donc c'est plutôt depuis, on va dire, 1850 que véritablement la croissance des transports a démarré. Et donc, alors je veux pas trop vous donner trop de chiffres, enfin on peut en parler pendant un moment, mais pour essayer de vous donner dans l'introduction d'un bouquin que j'ai écrit, donc pour vous donner une idée à l'échelle d'une personne, d'une vie humaine, on va dire quelqu'un qui connaît les années 50 et puis qui est un peu âgé aujourd'hui, donc 70 ans de 1950 à 2020. Grosso modo, les voies ferrées en fait, le nombre de rails, si vous voulez, les voies ferrées, ça a plutôt stagné en fait. En gros, ça s'est un peu intensifié en usage, mais c'est pas énorme le changement.
Après, au niveau de la capacité routière, en fait, le nombre de véhicules grosso modo routiers, il a multiplié par 20 à l'échelle de cette personne qui a 80 ans, 70 ans aujourd'hui. Multiplié par 20 le transport routier, la capacité maritime, elle a été multipliée par 30. Et la capacité, quand je dis capacité, c'est capacité à transporter des choses et des personnes. Et le transport aérien a été multiplié par 60 en termes de capacité. Voilà. Donc là, on a une démultiplication complète. Voilà. Et sachant que comme les usages se sont intensifiés, en fait, si on raisonne en kilomètres passagers, en tonnes kilomètres, vous voyez l'unité du mouvement, en fait, c'est supérieur à ces chiffres-là. Hein. C'est supérieur à ces chiffres-là parce qu'on a optimisé en fait les usages. Par exemple, typiquement l'avion, il y a 60 fois plus de capacité, mais en fait, il y a 300 fois plus d'usages, quoi. Hein. Ok, les kilomètres passagers ont multiplié par 300 entre 1950 et 2019. Et puis la croissance, en fait, cette croyance, alors on va parler d'autres croyances, hein, dans le cas des transports, il y a la croissance des transports en elles-mêmes, mais il y a d'autres croyances dont on parlera tout à l'heure. Et puis les prospectives, si vous les écoutez, c'est aujourd'hui, par exemple, il y a 1,1 milliard de voitures en circulation automobile dans le monde, c'est annoncé clairement 2 milliards pour, on sait pas trop, 2040, 2050, vous voyez, 2 milliards. Donc en fait, on pense encore doubler le nombre de voitures. Si vous regardez la prospective du transport aérien, donc en 2010, jusqu'à 2019, le transport aérien, en gros, il doublait tous les 15 ans de trafic. Donc, ce qui était annoncé jusqu'à 2019, c'était la poursuite de ce doublement. Donc, en fait, un quadruplement du trafic à un horizon 2020-2050, si vous voulez. Alors, la pandémie, ça a bousculé un petit peu le truc. Les prospectivistes là, ont été plongés dans l'effroi pendant une année. Et puis, ça y est, c'est reparti malgré le Covid. Maintenant, on s'est dit, ben non, le doublement du transport aérien, au lieu de le voir en 2035, on va le voir en 2040, 2045. Donc, en fait, voilà, le secteur aérien continue de voir une croissance à pas deux chiffres, mais un doublement sous 15 ans. Donc voilà, les prospectives, a priori, des grands industriels et des grands organismes et des politiques, ils voient toujours de la croissance dans les 30 prochaines années, malgré certains gros soucis qu'il y a eu récemment, type le Covid. Au-delà de ça, il y a une addiction aussi fondamentalement à la vitesse. C'est quoi l'équation derrière ça? Nos transports vont toujours de plus en plus vite. Il y a des conséquences, j'imagine, derrière. Alors, pour avoir analysé le sujet depuis donc 150 ans, en fait, si on doit retenir peut-être une seule leçon de l'histoire des transports, c'est de se dire, c'est pas que la vitesse. C'est-à-dire, en fait, ça serait que le fait que la mise à disposition des masses de transports rapides et bon marché, je répète bien, et bon marché, parce que si on ne met à disposition que des transports rapides, vous mettez à disposition des hélicoptères et des Concorde, vous voyez bien que c'est beaucoup trop cher, c'est qu'une caste qui va pouvoir les utiliser. Donc, en fait, c'est bien la vitesse bon marché qui est le moteur, hein, ok, du développement des transports. Et donc là, ce qu'on a vu, c'est que c'est la mise à disposition des masses, donc d'objets techniques qui sont plus rapides et moins chers. Et pourquoi ils se développent? Parce qu'aussi on fait croire, alors dans le cas des personnes, on fait croire aux gens qui vont gagner du temps, en fait. Et le résultat de l'histoire des transports, c'est qu'en fait, on gagne pas du tout de temps, on gagne de la distance. Voilà. Donc là, il y a une maldonne historique sur les transports, qui est une croyance. Voilà, par exemple, vous mettez 1 heure pour aller quelque part, on vous dit, ah ben grâce à cette nouvelle voiture, grâce à ce nouveau RER machin, vous ne mettrez qu'une demi-heure, vous allez gagner une demi-heure. En fait, la réponse, c'est que provisoirement, c'est vrai sur très peu de temps. Et en fait, 10-20 ans plus tard, on se rend compte que les mêmes personnes ou les mêmes catégories sociologiques, en fait, elles passent toujours le même temps. Alors tout ça, ça a été documenté, expliqué. Ça remonte, moi, je suis remonté à 120 ans, quoi. C'est-à-dire, Wells, il l'explique très bien en 1900. Je vais pas trop prendre la parole, mais le métro parisien, par exemple, les premières lignes ont constaté ça. On a Paris, par exemple, c'était la ville la plus embouteillée du monde. Fin 19e, début 20e. Donc en fait, fin 19e, on lance le métro en se disant on va faire passer les gens en sous-sol, comme ça on va alléger le trafic de surface. Et au bout des 6 premières lignes, fin des années 1900, on se rend compte que ben non, en fait, il y a aucun transfert. Au contraire, en surface, c'est même pire qu'avant. Donc on demande d'analyser la situation aux ingénieurs, aux sociologues de l'époque, et la conclusion c'est bah oui, mais on a mis à disposition des gens un transport rapide et pas cher. On a développé auprès des Parisiens le goût du déplacement. Le terme de l'époque dans l'analyse, goût du déplacement. Et oui, les gens qui vivaient dans un arrondissement, avec le métro, ils se disent, ben, je vais vivre dans la ville, quoi. C'est au lieu d'habiter, consommer à quelques centaines de mètres au max, voilà, ben, je vais pouvoir aller acheter des trucs ailleurs, prendre un emploi à l'autre bout de la ville, puisque le métro me permet d'y aller facilement et pour pas cher tous les jours. Donc voilà, cet effet rebond, c'est quelque chose qu'on constate dans toute l'histoire des transports, mais on l'a toujours pas compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle toujours d'accélérer les nouveaux moyens, de créer le Grand Paris avec un RER qui va faire gagner du temps. Enfin, c'est assez extraordinaire, comme il n'y a aucune leçon de l'histoire. On aura l'occasion de reparler justement de l'effet rebond. Au-delà de cette fausse promesse, on va dire, d'aller plus vite, et donc au final les gens s'éloignent petit à petit. La promesse de gagner du temps. Promesse de gagner du temps. Aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a quand même des impacts assez ravageurs sur l'ensemble du secteur du transport, et la pandémie en a été un exemple un peu critique, notamment. Il faut qu'on puisse changer rapidement de mode de fonctionnement.
les impacts, il y en a des multiples. Hein. Enfin, c'est bon. Vous avez les gaz à effet de serre, la pollution, les accidents de circulation, la pandémie. Parce que la pandémie, il faut bien comprendre. Hein, pourquoi la pandémie? Peut-être certains l'ont pas percuté. Surtout que le transport aérien n'a pas arrêté de communiquer que c'est grâce à l'avion que vous avez eu vos masques rapidement. C'est grâce à l'avion que vous avez été vacciné plus vite. Sauf qu'en fait, c'est à cause de l'avion que la pandémie, elle s'est déclarée en quelques semaines. C'est-à-dire l'aéroport de Wuhan, par exemple, qui est un aéroport international, pas depuis si longtemps que ça. Hein. C'est-à-dire que, mais du coup, dès que Wuhan confine, c'est parce qu'en fait, ils ont quelques dizaines, quelques centaines de cas, c'est déjà trop tard. Trop tard. Chaque année, en 2019, en moyenne sur l'année, il y a 5 millions de personnes qui changent de pays tous les jours. Donc du coup, dès que vous avez quelque part une épidémie, il faut bien voir l'accélération en question. C'est-à-dire que le SARS-CoV-1, c'est 2003, hein, SARS-CoV-2, 2019. 2020, pardon, enfin, fin 2002, enfin, début 2003, début 2020. Il y a 17 ans d'écart. En 17 ans, les transports motorisés, aériens, internationaux, ils ont multiplié par plus de 3. C'est-à-dire, en 17 ans, il y a plus de 3 fois plus de gens qui changent de pays en avion début 2020 que début 2003. Et les transports terrestres sur ces 17 ans, routes, etc., ils ont quasiment multiplié par 2 en trafic, en 17 ans. Donc voilà, donc on a la pandémie, la pandémisation rapide, on va dire. Le Covid aurait été une pandémie certainement, mais moins rapide avec des transports d'il y a quelques décennies. Les gaz à effet de serre, les transports, c'est 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, tout compris, hein, pas que simplement les déjections par les pots d'échappement, il faut construire les routes, etc. Qu'est-ce qu'on a dit? La pollution, vous le savez, la pollution urbaine, une bonne partie des grandes villes est polluée par les transports. Le coût, les accidents de circulation, c'est 1 300 000 morts tous les ans. Voilà, donc tout plein de dégâts. Et au final, on n'apprend rien, parce que là, en commençant à sortir de la pandémie, la seule chose que les gens ont envie de faire, c'est de rebouger, de revoyager. Oui, alors c'est la question se pose, effectivement, l'envie est là. Après, il faudra voir, laisser quelques années pour savoir si, parce que derrière, vous avez le stress de se faire mettre en quarantaine au retour, les prix qui vont augmenter pour diverses raisons, je vais pas m'étendre. Donc voilà, mais effectivement, on sent que l'envie est là, et puis la publicité, elle est là aussi pour relancer l'envie. Côté plus macro, peut-être, Clara, aujourd'hui, je ne sais pas si on a besoin de le rappeler encore, surtout aux gens qui sont en face, mais les impacts de la course à la croissance, ils sont monstrueux, et plus on avance, il y a eu quelques déclencheurs ces derniers mois qui ont fait peut-être visiblement réaliser des choses aux gens, mais plus on avance, plus on se rend compte qu'il faut absolument changer notre perception de la croissance. Oui, complètement. Nous, ce qu'on dit, en fait, c'est que il faut devenir finalement agnostique en matière de croissance et passer vraiment à ce qu'on appelle, nous, la société post-croissance, c'est-à-dire une nouvelle ère dans laquelle la poursuite de la croissance économique, que ce soit à l'échelle du coup des États, mais aussi des entreprises, enfin, différentes échelles macro, méso, micro, ne soit plus l'objectif principal, ne soit plus l'indicateur qu'on poursuit absolument, mais simplement une variable parmi d'autres. Pourquoi? Parce que finalement, cette croissance économique, elle est dépendante, vous le savez, je vous apprends rien, mais de la consommation de ressources, de la consommation d'énergie, etc. Et qu'aujourd'hui, les scientifiques ont bien montré que c'était pas possible de découpler croissance économique et préservation de l'environnement ou respect des limites planétaires. Les limites planétaires étant définies au niveau scientifique par des chercheurs du Resilium Center de Suède depuis 2009. Il y en a 9 et il y en a déjà 6 qui ont été dépassées. Donc je vais pas vous donner des chiffres pour vous affoler, je pense que vous les avez aussi, vous les connaissez. 80% de la biodiversité a disparu. Enfin bon, il n'y a pas que des impacts en matière de CO2, faut pas l'oublier. Et c'est vrai qu'à l'échelle des entreprises, en fait, on se rend compte aussi qu'on parle beaucoup de croissance, mais quand on regarde les chiffres, quand on regarde les faits, en réalité, déjà, les entreprises qui croient, c'est principalement les startups ou certains grands groupes, et ça représente que 1% des entreprises, de l'effectif des entreprises, et que les entreprises de plus de 10 salariés, il y en a que 11% en 2018 qui ont augmenté leur taille de plus de 10% de leur effectif. Donc en fait, finalement, on se rend compte aussi que dans la réalité des choses, la majorité des entreprises ne croient pas ou très peu. Donc il y a vraiment des mythes à déconstruire autour de la croissance, notamment dans le milieu entrepreneurial. Celui qu'une entreprise doit croître pour survivre ou sinon elle disparaîtrait. Celui que la croissance est toujours bénéfique pour les entreprises. Je pense que le témoignage de Monsieur le Président a été évocateur en ce sens. Et le fait que c'est aussi un objectif qui est poursuivi par tous les entrepreneurs, c'est pas du tout le cas.
Et aujourd'hui, au final, on ne parle pas vraiment de cet changement de perspective autour de la croissance. On préfère verdir notre modèle de croissance. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu ce dont on va parler sur le reste de la conférence, économie circulaire, recyclage, sobriété énergétique. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'au final, toutes ces initiatives, ça ne suffira pas peut-être à nous sauver, entre guillemets, s'il n'y a pas une réflexion plus globale autour de la vision de croissance. Vous avez parlé du découplage justement avec le numérique. Oui, en fait, c'est juste que si ces initiatives sont faites sans remettre en question profondément les modèles économiques qu'on développe, c'est-à-dire qui sont généralement fondés sur une logique de volume, donc vendre de plus en plus pour faire de plus en plus de chiffres, ça sera jamais suffisant effectivement, parce que si on a beau réduire à la marge, trier ses déchets, enfin, etc., en fait, il faut changer de système, en fait, il faut changer de mentalité et passer à une logique plus de développement qualitatif, et aussi accepter de se fixer des limites. Et en ce sens, le titre tout à l'heure de la keynote, c'était innover sous contrainte. Et ben nous, on défend tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on arrive dans un moment où on va être contraint par notre environnement, aussi par l'État qui met un peu de temps à se réveiller, mais à un moment donné, il va y avoir de plus en plus de restrictions. Donc en fait, faire le choix aujourd'hui de renoncer à certains chiffres d'affaires qui peut être toxiques au sens de néfaste socialement, environnementalement, et aussi le choix de changer drastiquement ce qui sous-tend notre modèle économique, notre façon de gérer une entreprise, etc. C'est ce qui va nous permettre d'être résilient et finalement d'être libre, parce que quand on choisit dans un monde sous contrainte, c'est la façon d'être libre. C'est un peu le même parallèle sur les transports, Laurent. Au final, nos voitures, elles consomment moins, elles polluent moins, et pourtant, les impacts, ils sont toujours en hausse. Alors je voulais rebondir sur la notion de croissance et de croyance, avec le rapport entre les transports et la croissance telle qu'elle est dite aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, enfin ailleurs, on va dire. La chaîne logistique, c'est que déjà, il faut bien percevoir que les transports, c'est un formidable relais de croissance. C'est peut-être, je sais pas si c'est l'un des plus forts, peut-être que le numérique est plus fort que lui aujourd'hui, parce que quand vous développez les transports en tant que politique, par exemple, vous pour développer les transports, vous augmentez les infrastructures. Donc à ce moment-là, c'est beaucoup de chantiers. Donc c'est automatiquement de la croissance facile, parce que vous avez plein d'emplois de construction, extension de routes, d'aéroports, etc., de gares. Une fois que les infrastructures sont construites, on sait très bien depuis 150 ans que c'est un aspirateur à véhicules. Donc derrière, vous aurez plus de véhicules, donc plus de carburant, plus de voitures à construire, etc. Donc c'est de nouveau de la croissance. Et il y a un troisième moteur dont on parle assez peu, donc c'est pour ça que j'en parle, mais peut-être que pour vous c'est familier, c'est que les transports motorisés, ils éloignent les acteurs. Et ça, l'éloignement des acteurs entre eux, c'est en soi une manière de pouvoir faire basculer dans le secteur marchand, plein de choses qui autrement étaient juste échangées sans monnaie. Par exemple, si vous êtes comme à l'opposé de nous, par exemple, un pays qui s'appelle Cuba, dans lequel il y a une voiture pour 17 habitants, et grosso modo, là-bas, les gens, ils habitent et travaillent dans la même ville, c'est tout à fait normal, alors que pour nous, c'est anormal de vivre et travailler dans la même ville, avec les moyens qu'on a. Mais là-bas, en fait, ils connaissent tous leurs voisins. Donc, en fait, si on a besoin de faire garder son enfant, on le donne à un voisin. Enfin, on va pas lui donner. Lui, par contre, en échange, il va prêter sa perceuse qu'on n'aura pas besoin d'acheter chacun dans notre cave, d'avoir chacun dans notre cave. Et du coup, tout ça, c'est des services non marchands. Et puis, si vous mettez des transports motorisés et du coup, vous éloignez, donc les gens prennent la voiture pour aller travailler, etc. Mais en fait, du coup, ils vont consommer du restaurant, ils vont avoir des amis loin, donc ils vont pas pouvoir s'échanger facilement des choses et donc plein de choses vont basculer dans le secteur marchand. Donc, en fait, le rebond du transport sur la croissance, il est triple. Voilà, il est triple. Il faut pas perdre de vue le troisième, qui est peut-être le plus fort des trois. Ensuite, en termes de croyance, donc il y a la croyance en la croissance, le totem. Dans les transports, moi je dirais qu'il y a deux grosses croyances. Il y en a une qu'on a dite, c'est l'augmentation de vitesse va vous faire gagner du temps. Donc première fausse croyance. Et puis il y en a une deuxième qui va arriver vers le verdissement. C'est la croyance dans le fait, qui est pas propre au transport, dans le fait que la technologie, c'est ce que j'appelle moi le messianisme technologique, c'est-à-dire qu'on croit à un messie qui tout d'un coup va arriver avec sa baguette magique et résoudre nos problèmes grâce à la technologie. Et donc c'est la croyance dans laquelle la technologie va nous sauver. Et ça, c'est vraiment un énorme moteur. Alors, je parle des transports parce que je connais bien le sujet, mais c'est certain que ça déborde. Et là, par exemple, c'est votre voiture, elle pollue, c'est pas grave, hein, une voiture électrique, ça pollue pas. Achetez une voiture électrique et puis fermez les yeux et arrêtez de critiquer.
Donc ça va être la voiture électrique. Pire, dans l'aviation, ça va être l'avion, ça pollue, mais ne vous inquiétez pas, l'avion à hydrogène, c'est zéro carbone, zéro pollution. Ah, c'est dans 15 ans, 25 ans, alors laissez-nous tranquilles pendant 15 ans. Au contraire, il faut développer l'aviation, parce que c'est ça qui va nous permettre de dégager des marges de manœuvre financières pour investir dans l'avion neutre en carbone. Enfin, vraiment, on est complètement dans le n'importe quoi. Voilà, donc cette croyance-là, et ensuite ce que c'est ce paradoxe de Jevons où on promet le socialisme technologique. Alors, par exemple, vous avez quand même en tête qu'il y a eu du progrès technique pour vous montrer un petit peu aussi l'importance les résultats du progrès technique. Prenons le cas de la voiture et de l'aviation. Allez, je vous pose une question. À votre avis, une voiture d'aujourd'hui ou de 2020, essence ou diesel, combien consomme-t-elle en pourcentage en moyenne de moins pour faire 100 km qu'un véhicule des années 50? Donc on va dire en 1950. Donc en 70 ans, le progrès technique a permis de réduire de combien les consommations, à votre avis, en pourcentage? Il y en a qui se jettent là. 10%, divisé par 3. Bon, la réponse c'est 0. La réponse c'est 0. Aucun gain. Pourquoi? Si vous lisez des bouquins des années 30, des bouquins techniques d'ingénieurs automobiles, vous allez voir qu'à l'époque, les ingénieurs des années 30, ils considèrent que la consommation au 100 km d'une automobile moderne, donc conçue dans les années 30, c'est à peu près autant de litres au 100 que de centaines de kilos de masse à vide. C'est ça, en fait, qui est la règle des ingénieurs à l'époque. Donc ces voitures vont être mises sur le marché à cause de la guerre, on va dire, dans les années fin 40, 1950. Et les voitures pesaient entre 500 kilos et 2 tonnes. Donc elles consommaient de 5 litres au 100 à 20 litres au 100. Le marché des automobiles 1950. Mais aujourd'hui, regardez, une petite voiture, elle consomme 5 litres au 100, et une grosse voiture, gros pick-up américain, machin, 20 litres au 100. Donc 0. Gain nul. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le progrès technique, il y en a eu beaucoup. Sauf qu'il est passé, alors dans des trucs sympas, la sécurité passive, c'est peut-être pas trop mal, mais la prolifération des accessoires de confort, une acoustique digne d'une salle un auditorium, enfin tout ça, voilà. Donc le progrès technique, il est parti dans autre chose que les gains en consommation. Dans l'aviation, re-question, je vais mettre en 1960 jusqu'à 2020, les avions d'aujourd'hui. Quel est le pourcentage de réduction, à votre avis? Je change un peu ma question, de l'impact sur le climat d'un trajet aérien. Disons qu'en 1950, vous prenez l'avion, vous allez faire Paris-Rome en avion. Et puis vous faites Paris-Rome en 2019, enfin même aujourd'hui, en avion. Un passager. Quel est votre impact sur le climat à l'époque et aujourd'hui? Quelle est la réduction en pourcentage, à votre avis? Il y en a qui disent que ça a augmenté. Regardez. Bon, non, en fait, j'espère que vous dites ça diminue. En fait, c'est 0. Pourquoi c'est 0? Parce que le progrès technique dans les années 50 a permis de développer les avions à réaction. Et en fait, toute la flotte dans les années 60 s'est convertie aux avions à réaction. Votre avion dans les années 50, c'était un avion à hélice qui mettait peut-être 3 heures pour aller à Rome. On invente l'avion à réaction, oui, on gagne 1 heure, c'est vrai. Mais on multiplie par 2 la consommation, c'est-à-dire si vous regardez les avions de l'époque, qui sont passés juste de la version à hélice à la version à réaction, à réacteur, on a doublé la consommation par passager, donc x2. Et puis depuis, le progrès technique, on a divisé par 4 la consommation. C'est-à-dire qu'en fait, un avion en réaction, Caravelle, que je ne me trompe pas, ou DC-7 de l'époque, par rapport à aujourd'hui, par passager, divisé par 4. Donc les ingénieurs ont super bien bossé, pas que les ingénieurs, les techniciens, etc. On divise par 4 la consommation par passager kilomètre. C'est ça, l'unité. Un passager qui fait 1 kilomètre dans un siège. On divise par 4. Donc on a fait x2, divisé par 4. Oui, ça fait une division par 2. Oui, sauf qu'entre-temps, comme on est monté de 6000 mètres à 9000 mètres, on a créé les traînées de condensation. En fait, votre avion, dans les années 50, il n'y avait aucune traînée de condensation, il volait trop bas pour les créer. Et là, en fait, tous les avions, maintenant, ils font des lignes blanches dans le ciel, et ça, l'impact de ça, c'est autant que le CO2 de l'avion. Donc, on a fait x2 en conso, divisé par 4 en conso, mais entre-temps, on a fait multiplier par 2 à cause des traînées de condensation, bref, à l'arrivée, aucun gain. Par contre, le trafic, il a fait x300. Donc, l'impact sur le climat, entre 1950 et 2019, c'est x300. Voilà, bon bref, j'ai pris un peu de temps, mais c'était pour vous donner des exemples numériques. On va essayer d'aborder maintenant la partie un peu plus réjouissante de comment on sort un peu de tout ça. Voilà. Je sais pas si c'est réjouissant. En tout cas, on va essayer d'en sortir. En tout cas, Clara, de votre côté, donc on est tous d'accord, il faut changer notre perception de la croissance. Dans cette notion de post-croissance, qu'est-ce que vous mettez derrière et comment on évite le débat un peu stérile qui empêche toute discussion aujourd'hui, notamment dans le débat public, entre croissance et décroissance? Tout le monde se pointe du doigt. C'est comment on fait avancer les choses? Très bonne question. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi nous on a choisi de parler de post-croissance, c'est parce que on considère qu'aujourd'hui il faut reconnaître le constat donc de la nécessité de réencastrer l'économie dans le cadre des limites planétaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, je fais référence à la théorie du donut. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est
Ça a été créé par une économiste qui s'appelle Kate Raworth. En fait, elle explique que si vous visualisez un donut, en fait, finalement, le beignet, c'est l'espace sûr et juste dans lequel l'humanité peut prospérer. Ce qui est à l'extérieur, en fait, c'est le cadre des limites planétaires qui doit encadrer finalement l'économie, les entreprises et nos sociétés. Et le trou à l'intérieur du donut, c'est le plancher social, c'est-à-dire tous les besoins sociaux fondamentaux de la population, donc l'éducation, la santé, etc., qu'il faut continuer bien sûr, auxquels il faut continuer de répondre. Et donc, c'est l'objectif de la post-croissance, c'est exactement ça en fait, c'est de réencastrer l'économie dans un espace qui est écologiquement sûr, donc pour notre survie, et socialement juste pour l'ensemble des populations à l'échelle mondiale. Et donc, l'idée là-dedans, c'est d'arrêter en fait de perdre du temps justement dans ce débat croissance verte qui est donc techniquement impossible et décroissance qui aujourd'hui est un mot qui crispe, qui fait peur, qui historiquement est très chargé et très investi aussi politiquement avec des imaginaires de retour en arrière, etc. Bon, c'est sûr que la décroissance subie, en fait, c'est de la récession, donc c'est pas très fun, mais il y a aussi d'autres formes de décroissance volontaire et planifiée qui peuvent permettre de sortir de cette société. Donc nous, on a décidé d'être complètement agnostique en la matière et de simplement viser cet objectif de réencastrement de l'économie et des entreprises, parce que je parle bien d'entreprises parce que c'est vraiment le sujet de notre étude, où on aborde du coup pour nous les 3 clés justement de transformation, qui sont premièrement la gouvernance, c'est-à-dire repenser notre rapport au profit et faire en sorte que de retrouver finalement l'indépendance capitalistique et la capacité d'engager les dirigeants et les actionnaires dans la redirection de la stratégie de l'entreprise vers justement d'autres objectifs que ceux qui sont uniquement quantitatifs, chiffrés, autour de la maximisation du profit. Donc ça, c'est vraiment la clé, une des portes d'entrée, parce que si vos investisseurs, vos actionnaires, etc., continuent de vouloir des ROI et cette exigence-là, ça pourra difficilement fonctionner. La deuxième clé, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment qu'est-ce qui crée la marge dans le modèle économique, sur quoi repose le modèle économique des entreprises, quelles limites on se fixe aussi en termes de développement, de taille, d'éco-conception, etc., pour permettre de sortir des logiques de volume et d'intégrer plus de circularité, d'économie de la fonctionnalité, etc., etc. Donc, comment on repense son modèle économique, ses pratiques commerciales aussi, parce que finalement, est-ce que ça fait sens, par exemple, de payer ses commerciaux sur le chiffre d'affaires qu'ils ramènent si on essaie de sortir justement de ces logiques seulement quantitatives, et est-ce qu'on ferait pas plutôt des primes collectives basées sur des KPI d'impact social et environnemental, par exemple. Et le troisième levier est celui de l'évaluation et de la comptabilité, parce que, et là la boucle est bouclée, ça rejoint juste l'exemple que je donnais avant, c'est-à-dire que si on continue d'évaluer la performance de nos entreprises et de nos sociétés sur la base de KPI uniquement financiers, en fait, on peut pas sortir de cette logique non plus, donc il y a une nécessité de revoir nos référentiels et de revoir la façon dont on compte pour pouvoir mesurer ce qui compte vraiment en fait et prendre en place des décisions pour orienter la stratégie, etc. Laurent, tu voulais réagir peut-être avant qu'on aborde quelques exemples aussi? Un peu sur ce que vous avez dit, parce qu'en fait vous dites il faut indexer les primes sur autre chose que l'argent. Oui, mais la prime c'est de l'argent. Donc en fait, est-ce que la prime, il faudrait pas que ce soit autre chose que l'argent? C'est-à-dire en gros dire aux commerciaux, si vous bossez bien, alors le bien n'étant pas faire du chiffre, mais voilà, à ce moment-là, on partira en vacances tous ensemble pendant une semaine. Où, du coup? Ou je sais pas loin, mais vous voyez, donc voilà, c'était juste une petite pique comme ça. Non, mais voilà, je veux dire que la prime elle-même, est-ce que la prime prime elle-même ne doit pas sortir du cadre monétaire? Voilà, mais il faut qu'elle existe évidemment. C'est là où ça allait être ma question suivante. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont déjà réussi à faire ce changement? Est-ce que vous en avez accompagné? Est-ce que tu as quelques exemples pour montrer déjà que c'est possible? Et est-ce que ça doit être à la création de la société, ou est-ce qu'on peut changer un modèle qui est déjà bien engagé et où toutes les strates de l'entreprise sont pourtant pensées pour favoriser la croissance du chiffre d'affaires ou de la rentabilité, ou des deux surtout? Oui, tout à fait. Ces entreprises existent. Alors bien sûr, il n'y a aucune entreprise parfaite. Là, je déconstruis tout de suite la chose, et je pense que c'est important de le rappeler, qui cocherait entre guillemets toutes les cases. Et donc les entreprises qu'on a rencontrées dans le cadre de l'étude, parce qu'on a été voir des entrepreneurs un peu partout en Europe, et je vous invite vraiment à la télécharger sur notre site internet. C'est disponible gratuitement. Vous pouvez commander un exemplaire papier. Il y a énormément d'études de cas, mais je peux vous en donner déjà quelques-unes. Bien sûr, c'est plus facile de créer une entreprise sur un modèle différent. Ça paraît logique parce que dès le début, on met en place d'autres principes, etc. Mais nous, dans le cadre de l'étude, par exemple, on
parle de Norcis, qui est une entreprise de services, une ESN, donc de services numériques qui développe tout un tas de sites internet, etc., de logiciels. Une vieille entreprise, je crois. Vieille, oui. Enfin, elle date de. Je crois qu'elle a été créée dans les années 90. J'ai plus la date exactement, mais ça fait 80, 90. Enfin, c'est pas non plus le 19e siècle. Et donc en fait, donc Sylvain Brezard, son dirigeant, est quelqu'un d'engagé assez historiquement, qui était un peu avant-gardiste. Il travaillait sur le concept de performance globale. Il a été entreprise à mission avant que la loi Pacte ne se mette dans inscrite dans la loi, pardon. Et il a décidé récemment de changer complètement la façon dont il dirigeait l'entreprise à partir de principes éthiques. Donc il a développé ça par analogie au modèle de la permaculture, c'est assez intéressant. Donc il a appelé ça la perma-entreprise. Et donc il y a 3 principes éthiques qui sous-tendent sa stratégie. Prendre soin des humains, prendre soin de la terre et se fixer des limites et partager les surplus. Donc en fait, à partir de ces 3 principes éthiques, il a redéfini il a défini déjà des limites en fait. Il a créé des processus éthiques de décision, etc. pour revoir aussi tous ces indicateurs de mesure et donner un autre sens en fait au développement de l'entreprise. Et alors ça veut pas forcément dire, je tiens à le préciser aussi, que quand on parle de post-croissance, ça veut pas dire rejeter de but en blanc toute forme de croissance, parce que vous savez mieux que moi d'ailleurs parce que vous êtes entrepreneur, mais que dans la phase d'une vie de l'entreprise, il peut y arriver qu'il y ait des moments en fait où on a besoin de se développer, etc. Simplement, c'est que ça devienne en fait un but en soi, et que on réfléchisse vraiment à partir du moment où on se développe, est-ce que ça vaut vraiment le coup en fait? Pourquoi est-ce qu'on se développe? Est-ce que c'est pour gagner plus d'argent? Est-ce que c'est pour avoir plus de prestige? Est-ce que, enfin voilà, et donc en fait, ça invite vraiment à se poser le sens du profit et des profits et de à qui profite le profit. Donc c'est un petit jeu de mots, mais voilà, c'est vraiment des questions fondamentales. Un autre exemple, rapidement, c'est l'entreprise l'Amazona. Peut-être que vous la connaissez, parce que là, pour le coup, c'est du B2C, c'est des produits d'hygiène zéro déchet pour la salle de bain et la maison. Laetitia, elle a créé son entreprise vraiment dans son garage. Elle a grandi de manière organique. Elle a porté le marché du zéro déchet en France et à l'international. Et pendant longtemps, elle a décidé de ne pas, par exemple, se vendre dans les grandes surfaces. Elle était distribuée dans des magasins bio, etc. Jusqu'au jour où la directrice marketing de L'Oréal lui a dit a dit dans une conférence qu'elle allait commencer à développer des gammes zéro déchet. Et là, elle s'est dit peut-être qu'il va falloir quand même que je sorte de ces limites que je me suis fixées, parce que en fait L'Oréal ne fait pas ça de manière éthique et va complètement continue d'enfumer les consommateurs. Mais par contre, donc elle a décidé de revenir sur cette première limite qu'elle s'était fixée, mais par contre, elle a toujours décidé que son entreprise ne dépasserait pas la taille de 150 personnes. Et par exemple, elle est distribuée dans quelques dom-toms, quelques pays à l'international. Et elle nous a dit dans les entretiens qu'on a fait avec elle, et c'est ce qu'on raconte dans l'étude, que en fait, elle cherche à sortir de ces marchés-là parce que son but c'était de les créer. Et ensuite, justement, pour pas alourdir son bilan carbone, les chaînes de production, etc., de permettre à d'autres, en fait, à l'échelle locale, de proposer le même type de produit et ensuite de sortir de ces marchés pour se reconcentrer sur l'amélioration de l'éco-conception et la distribution en France pour limiter son impact. Laurent Ouais, dans la logique, alors moi sur les transports, je suis très clair. Il y a des transports qui doivent décroître et d'autres qui peuvent croître. Mais après, la logique de l'entreprise peut complètement s'opposer à la logique globale. Je vous donne un exemple. On se dit dans le futur, tiens, il faudrait qu'il y ait des voitures électriques petites. Ça paraît très logique. Alors après, grosse question, est-ce que la voiture électrique c'est mieux au café, si vous voulez, on peut en discuter, mais c'est l'objet de beaucoup de sujets. Mais si par exemple on se dit ça, on se dit tiens, je vais faire une petite voiture électrique. Bon, il y en a une qui est sortie, par exemple l'AMI. Bon, l'AMI, moi j'ai déjà écrit, dit, etc. C'est une catastrophe écologique. Pourtant, c'est une petite voiture électrique. Donc on se dit mince, il faut des petites voitures électriques. Il y a une boîte qui en sort une. Et puis là, Castagnette dit, c'est une catastrophe écologique. Bah oui, ce que je pense, c'est que ouvrez les yeux, quoi. Ouvrez les yeux. C'est une voiture qui s'additionne. Moi, quand j'ouvre les yeux, les gens que je vois en AMI, c'est des lycéens. C'est des lycéens, donc c'est des gens qui n'ont pas de permis, qui auraient pris leur vélo, les transports en commun ou à pied, qui vont à l'école, enfin au lycée avec. Donc ça rajoute des voitures en circulation, donc ça va augmenter aussi la congestion des autres. Alors, et puis quelque part, comme je dis, on a l'impression que ce genre de voiture, c'est un petit peu à l'automobile ce que la cigarette électronique est à la lutte contre le tabagisme.
En gros, un jeune, vous lui donnez de la cigarette électronique à 16 ans, ça y est, il est accro à la nicotine, et puis ça fait un fumeur. Là, c'est un peu pareil, quoi. Un gamin de 16 ans, vous lui donnez une voiture, ah ouais, c'est sympa et tout, et puis après, à 18 ans, dès qu'il a son permis, il a qu'une envie, c'est d'en avoir une grosse, quoi. Donc, voiture. Donc, j'ai pas fait exprès du tout. Et donc, du coup, je me perds. Donc, croissance, oui. Alors, l'entreprise, effectivement, il faut qu'elle soit dans un contexte. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que il faut quand même qu'au niveau politique international, on se dise, il faut arrêter ces prospectives de doublement du trafic, du nombre de moyens, tout ça, en stabilisant les parcs, de sorte qu'à l'intérieur, on puisse avoir un jeu de vases communicants entre des choses qui peuvent croître et des choses qui peuvent décroître. Et donc ça, c'est par exemple, je vous parle de ça, je vous balance la propriété foncière mobile, c'est-à-dire en gros de dire, au Moyen-Âge, vous arrivez dans une ville, vous pouviez vous installer en lisière du Moyen-Âge, les villes croissaient comme ça, il y avait un terrain vague, vous plantez votre piquet, c'est chez moi. Et là, aujourd'hui, dans le transport, en fait, quels que soient les transports, vous pouvez avoir 10 voitures si vous voulez. Il n'y a presque pas de limite à la croissance, en fait. Alors que si on instaurait une propriété foncière mobile, on dirait, par exemple, dans l'aviation, les compagnies aériennes, Air France, vous avez 150, X avions, 150 de telle et telle catégorie, voilà. Si vous en voulez un de plus, vous mettez à la casse un appareil de la même taille. Si vous voulez croître, vous rachetez à une autre compagnie qui, elle, par contre, se défait d'avions, ont de droit de les avoir, un petit peu comme chez le notaire. Vous achetez votre bâti, c'est une maison, un appartement, et vous achetez un rectangle qui est c'est chez vous, ce rectangle chez le notaire. Donc la notion de propriété foncière mobile devrait s'appliquer à l'ensemble des transports motorisés, de sorte qu'on puisse au moins gérer les parcs. Ça veut dire au moins les stabiliser, on pourrait se poser la question d'en faire décroître certains, et à l'intérieur de ça, des entreprises pourraient dire, moi je vais développer mon produit, et mon produit ne va forcément déjà pas s'additionner. Il va se substituer puisqu'à chacun de mes produits est associé une autorisation pour l'utilisateur d'en utiliser un. Donc donc c'est pour ça que c'est compliqué à faire parce qu'effectivement j'imagine que des entreprises bien fondées peuvent dire j'ai un super produit, j'ai intérêt à croître, mais si son produit s'additionne au reste, ça va faire que croître les pollutions, les émissions, etc. La première piste de solution, visiblement, ou en tout cas de réflexion que vous posez, que vous dites un peu à l'auditoire aujourd'hui, c'est de réfléchir à quelles limites on veut, des limites saines. Clara, le profil accompagne quand même des entreprises qui réfléchissent à ces changements-là. Ça commence par quoi, la réflexion ? Ça commence par une réflexion intérieure, honnêtement. C'est-à-dire que nous, on accompagne effectivement principalement avec les dirigeants au niveau propriétaires dirigeants, en fait, les actionnaires, ceux qui dirigent les boîtes. Et en fait, ça ne peut pas changer si les dirigeants et les actionnaires ne se rendent pas compte finalement de cette nécessité de changer nos modèles. Ça, c'est le premier pas. Donc, ça nécessite entre guillemets de faire un peu comme son coming out, parce que c'est sortir d'une culture entrepreneuriale qui est ancrée depuis des dizaines d'années autour d'un modèle de réussite et de performance. Construit autour de combien est-ce qu'on va gagner le plus, combien est-ce qu'on va croître le plus, etc. Donc, le point de départ, il est aussi d'assumer le constat sociétal dont on parle depuis tout à l'heure, des limites planétaires, etc. Et et c'est ce que disait aussi Monsieur Le Mans tout à l'heure, en fait, de sortir aussi un peu de son ego et de se dire que notre succès personnel ne dépend pas de la taille de notre entreprise et de combien d'euros on a levé et de combien on gagne tous les mois. Donc le départ il est là. Ensuite, après il y a plein d'outils qui existent. Bien sûr, tout ce qui est bilan carbone, ça aide aussi à se rendre compte de l'impact de son entreprise, même s'il ne faut pas tout résoudre au carbone. Et puis bien sûr, se définir toute la démarche autour des entreprises à mission, donc de définir une raison d'être, c'est-à-dire de repenser en fait pourquoi qu'est-ce qu'on fait en fait en tant qu'entreprise, et accepter aussi que on n'est pas obligé de défendre coûte que coûte en fait ce qu'on a fait historiquement pour avoir une raison d'exister. On peut aussi réorienter ses activités, changer d'objectifs et se fixer du coup des objectifs socio-environnementaux clairs et assortis d'indicateurs pour commencer à suivre sa stratégie. Je dirais que ça commence, c'est déjà un premier pas. Ensuite, ça se fait progressivement. Par exemple, pour vous donner un exemple, l'autre jour j'étais dans une conférence avec un chef d'entreprise qui a participé à la Convention des entreprises pour le climat et qui s'est rendu compte qu'il était un peu déboussolé après ça, parce qu'il s'est rendu compte que son modèle n'était pas du tout soutenable. Il fait des panneaux publicitaires, notamment dans le cadre du Festival de Cannes, les grands panneaux de 2 mètres sur 3. Bon bref, en plus c'est des trucs à usage unique, quoi. Et le pauvre, entre guillemets, parce qu'il était vraiment attristé de se rendre compte de tout ça.
Et il a dit maintenant, moi, j'assume de renoncer en fait à des parts de marché. Ce marché, j'en veux plus. Et donc, il commence aussi, il a commencé à développer une activité plus événementielle autour d'événements de sensibilisation à la transition, etc. Donc, bien sûr, c'est pas du jour au lendemain, on arrête tout, on ferme tout, c'est irréaliste. Mais c'est aussi en prenant des décisions parfois qui sont un peu radicales, en fait, d'accepter de décroître certaines activités, de changer, qu'on avance là-dedans. Laurent, peut-être un dernier commentaire et puis après on va passer aux questions aussi. Ça me fait penser, moi j'ai un de mes clients côté côté bilan carbone. Alors sur Pause Croissance du bouquin, je vois il y a un @BCO2. Moi je suis sur aucun réseau social. Hein. Donc c'est bco2.fr, donc j'ai pas de compte, etc. Mais donc est-ce que c'est de la post-croissance? Je sais pas. C'est vrai que je vendrais plus de bouquins si j'étais sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça me permettrait aussi de moins prendre du recul. Passons. J'ai un client par exemple qui est très perturbé. Enfin, j'ai commencé à perturber la responsable qualité. Ça va monter aux dirigeants, qui est un fabricant de composants dont les clients sont dans l'automobile, dans l'aérien, etc. Et son bilan carbone, en fait, vous imaginez, il y a plusieurs centaines de salariés qui font du domicile travail, tout ça. Il y a des missions, des machins, des trajets en avion, machin, des produits qui arrivent, du plastique, du truc, des produits électroniques. Vous voyez, vous calculez tout ça en bilan carbone. Et puis à la fin, je me dis, oui, mais vos produits vendus là, donc votre chiffre d'affaires c'est X millions dans l'automobile, X millions dans l'aérien. Bon, à ce moment-là, par défaut, je vais considérer que si vous faites, par exemple, je dis au hasard, 100 millions d'euros dans l'aéronautique, c'est l'équivalent du prix d'un A320. Donc, en gros, votre produit vendu, en fait, son impact climatique, c'est un A320, voilà. Et en fait, là, on se rend compte qu'en fait, le produit qu'il vend, en fait, a beaucoup plus d'impact que tout le reste. Et donc, la première question, c'est de se dire, mais est-ce que vous n'allez pas vous interdire des clients? C'est-à-dire, on en revient exactement à ça. C'est-à-dire de se dire, finalement cette boîte, elle va se dire, tiens, je vais peut-être plus travailler pour tel secteur, ou alors je ne vais travailler que pour tel secteur, que pour certains produits de ce secteur, dont je pense à peu près que ça va dans le bon sens. Vous voyez, donc ça peut aller loin. Après, sinon en termes de philosophie, et puis après on passe aux questions, qu'est-ce qu'il faudrait faire, enfin côté transport, etc. Alors pour essayer de prendre du recul. Mais comme vous citiez René Doumic, j'ai bien aimé. Fondamentalement, est-ce que peut-être la solution, c'est pas accepter de rester un peu plus chez soi? Alors donc disons que comme on a dit que le premier problème des transports, c'est la mise à disposition de moyens rapides et bon marché ont trop développé le truc. À ce moment-là, ça veut dire quoi? Rapide et bon marché. Donc déjà la rapidité. En fait, c'est prendre du recul sur la vitesse. Alors oui. Un camarade de promotion de Centrale qui est Étienne Klein, qui parle toujours de E égale MC2, etc. Donc plus modestement, la définition de la vitesse, c'est V égale D sur T. Donc D égale T sur V, enfin ça vous devez savoir. Donc en fait, il faut arriver à prendre de la distance sur la vitesse pour retrouver du temps. Ok? Vous voyez? Il faut reprendre le temps, et pour ça, il faut prendre de la distance sur la vitesse. C'est facile, ça s'écrit T égale D sur V. Voilà. Donc déjà reprendre conscience qu'est-ce que c'est le temps, quelle est sa valeur. Ensuite, en termes de prix bon marché des transports, c'est de se dire il va falloir renchérir les transports en fait. Les transports ils sont pas chers parce que toutes les infrastructures c'est payé par la collectivité. En fait, l'usager des transports en général il paie qu'un morceau. Les dégâts collatéraux c'est la collectivité qui les paie au travers des traitements des pollutions, etc. Donc en fait redonner de la valeur au déplacement. Donc le transport il doit avoir son vrai coût et c'est pas du tout le coût d'aujourd'hui qui est sponsorisé. Donc on a ça. Et un troisième point parmi plein d'autres, c'est je relisais la bougeotte rapidement dans le train certains passages et je me disais tiens, c'est marrant, j'ai écrit que les sportifs ils doivent donner l'exemple et pas s'afficher au moyen il y a une phrase au moyen des moyens les plus rapides, vous voyez, les grands sportifs et tout ça. Donc c'est exactement la polémique de cet été. Et donc on a nos têtes de gondole en fait qui doivent absolument changer de mentalité eux aussi pour pouvoir montrer, en fait, les gens ont vu, les stars du spectacle, il faut qu'ils montrent l'exemple aussi. Alors ça vous concerne peut-être pas, mais ça fait donc les startups aujourd'hui, il faut montrer l'exemple aussi, voilà. J'imagine. Que les dirigeants montrent l'exemple. Voilà.